deuxième épisode, la papauté et la royauté française s'affermissent l'une par l'autre. Alors, je voudrais rappeler tout d'abord, et cela ne me semble pas inutile aujourd'hui, que si le successeur de Pierre, le pape évêque de Rome, exerce une primauté, c'est avant tout pour maintenir l'unité de la foi chrétienne dans la vérité. Or, les premiers siècles chrétiens n'ont pas été troublés que par les persécutions romaines, arrêtées en 311, ils ont aussi été perturbés par d'incessantes querelles sur la personne du Christ, et très précisément sur la question des modalités de la présence des deux natures, divine et humaine, en son unique personne. D'où de nombreux conciles, dont après Nicée-Constantinople, Éphèse et Chalcédoine furent les plus importants. Les évêques de Rome se situèrent toujours dans cette doctrine conciliaire, ce qui ne fut pas toujours le cas de ceux de Constantinople. Le pouvoir mérovingien s'était constitué dans un catholicisme strict, en devenant chrétien, et ce à l'image des évêques gallo-romains, puis francs. L'exemple de saint Césaire d'Arles, 470-542, illustre bien mon propos. Cet évêque fut un véritable modèle d'orthodoxie catholique, que le pape Symmach n'hésita pas à faire en 514 vicaire apostolique pour toute la Gaule et l'Espagne. Il dut souvent s'expliquer avec les rois wisigoths ariens, mais sans dommage personnel. C'est l'annexion de la Provence par les Francs en 536 qui lui donne sa totale liberté. Mais il avait pu tout de même présider le concile d'Orange en 529, condamnant le semi-pélagianisme qui minimisait le rôle de la grâce pour l'obtention du salut. Childebert Ier, fils de Clovis, lui donnera d'importantes pêcheries en 540. Le soutien royal apporté à un champion de l'orthodoxie catholique ne pouvait que bien disposer, bien sûr, le pape de cette époque pour la dynastie mérovingienne et le royaume dont elle avait la charge. Il n'en allait pas de même avec les empereurs d'Orient. Soucieux de réunifier l'Empire, ils prirent leur distance avec le monophysisme pour se rapprocher de la foi catholique. Justinien surtout, qui prit la suite de son prédécesseur et qui prétendit, par sa condamnation en 544 d'un écrit appelé les Trois Chapitres, avoir donné la preuve de son attachement à la foi catholique. Alors il y condamnait bien l'arianisme et le nestorianisme, doctrine de Nestorius, qui insistait sur la séparation des deux natures en Jésus-Christ, mais il demeurait étrangement vague sur le monophysisme et ne se référait jamais au grand concile de Chalcédoine qui avait condamné le monophysisme justement en 451. Le pape Vigile fut son principal interlocuteur, mais ne voulut pas condamner les trois chapitres tels qu'ils lui étaient présentés. Tout simplement parce que son alignement sur la condamnation impériale aurait laissé planer un doute sur son rejet du monophysisme, tant cette condamnation impériale était bizarre, et elle aurait donné un brevet de catholicisme à Justinien, et ce dernier, exaspéré par la résistance du pontife romain, le fit carrément enlever de Rome, le 22 novembre 545, et conduire à Constantinople. Il signera la convocation d'un concile qui se tiendra effectivement dans la ville en juin 553. Au Vigile n'y assistera pas, mais il approuvera la condamnation des trois chapitres, ce qui n'était pas allé contre sa conscience. Mais nous l'avons vu, ça demeurait insuffisant.
contre le monothéisme. Et puis Vigile revient à Rome et mourut lors de son retour à Syracuse le 7 juin 555, et il ne fut pas enterré à Saint-Pierre, sans doute à cause de son successeur, Pélage Ier, qui pourtant a dû se contenter de la même politique mesurée vis-à-vis de l'empereur. Mais voyez-vous, cette affaire éloigna pour un temps le clergé de Gaule du siège apostolique, parce que les rois suivirent aussi leurs évêques de Gaule, sans schisme cependant. Et à la mort d'Agobert Ier en 639, son fils, malheureusement, n'a que 4 ans. Et une régence s'impose, et c'est là que va apparaître le maire du palais. Personnage issu de l'aristocratie franque, parce qu'il y a un manque d'autorité de la régente, c'est une femme qui gouverne, on n'est pas habitué à ça, et le maire du palais va prendre une très grande autorité, et il va empêcher les rois d'agir. C'est pour ça qu'on va parler des rois fainéants. Fainéants, ils font rien. Mais on les maintient sur le trône. Question de légitimité, la famille mérovingienne. Ce sera donc ce temps des rois fainéants, des maires du palais tout-puissants. La division du royaume au décès d'un roi va amener au pouvoir plusieurs maires du palais, parce qu'on va garder l'usage franc du partage, instituant de ce simple fait une concurrence aussi entre les maires du palais. Charles Martel, un fils de Pépin de Herstal, qui fut un des maires du palais, sut en 714, à la mort de son père, supplanter d'autres candidats maires du palais, s'assurer l'alliance du duc d'Aquitaine, Eudes, installé bien sûr en roi mérovingien, on y était obligé, Chilpéric, puis Thierry IV, pour garantir sa légitimité, car ces 2 rois durent bien sûr continuer à être fainéants en faisant, et quant au maire du palais, il faisait la guerre, voilà. Et c'est comme ça qu'il s'assurait sa popularité. Il passera le Rhin plusieurs fois, il va s'affirmer donc comme le défenseur de la Gaule sur cette frontière, et puis aussi, surtout, alors, sur le sud, comme le protecteur, cette fois-ci, de l'Europe chrétienne, contre les califes omeyyades. Parce que ceux-ci, après avoir conquis tout le Maghreb et l'Espagne, avaient envoyé le gouverneur d'Andalousie, Abd al-Rahman, un grand guerrier, à la tête d'une armée de près de 25 000 hommes, qui passèrent les Pyrénées, pillèrent et brûlèrent Bordeaux. Et c'est là que Charles Martel et Eudes d'Aquitaine vont les arrêter au sud de Poitiers le 25 octobre 732, leur infligeant une sanglante défaite, ce qui permit à Charles Martel de continuer à le repousser hors de Provence, mais c'est quand même son fils, Pépin le Bref, qui achèvera de les chasser complètement hors de Gaule. Il n'empêche qu'après Poitiers, Charles Martel aurait très bien pu se faire roi. Mais ses débuts politiques lui avaient montré l'importance de la légitimité. Et il avait beau être extrêmement bien vu par les évêques d'Europe et du pape, il ne modifiait pas le régime existant. Le roi mérovingien, Thierry IV, continua à régner jusqu'à sa mort naturelle en 737. Mais là, Charles innova en n'installant pas de nouveaux rois. Oh, il ne s'empara pas de la couronne et mourut comme maire du palais en 741, sans que son pouvoir n'ait été contesté. Et ses 2 fils, Pépin et Carloman, furent immédiatement acclamés, mais comme maire du palais. On savait qu'ils s'entendaient pour poursuivre l'œuvre de leur père, et puis aussi que Carloman avait surtout une vocation religieuse. Ils avaient tous 2 la confiance de l'Église, surtout en la personne du futur Saint Boniface, l'archevêque de Mayence, et ils n'installèrent pas pour autant un mérovingien comme roi, mais toujours sans prendre la couronne, suivant l'exemple de leur père. Eh bien, leur en prit. Car 2 ans après leur avènement, par pure jalousie, toute une partie de la classe aristocratique franque contesta leur légitimité.
Ils eurent alors l'habileté d'installer sur le trône en 743 un jeune mérovingien que l'on sortit de son couvent et qui régna sous le nom de Childéric III, sans rien gouverner bien sûr. Les deux mères du palais s'en chargèrent. Pépin se maria alors, il fit un très beau mariage avec la fille du comte de Laon, Berthe dite au grand pied, et à cette même période, pouvait donc assurer sa descendance, c'est ce qui permit à son frère Carloman d'entrer au couvent, comme il le désirait, se rendit même à Rome, près du pape Zacharie, ce qui montre, voyez-vous, une certaine proximité du pape avec cette famille. Ce pape et son représentant en Germanie, Boniface, souhaitaient une réforme de l'Église, en particulier pour installer un meilleur épiscopat, parce qu'il y avait des problèmes à ce niveau. Et puis aussi qu'on respecte plus les biens ecclésiastiques. Eh bien, les deux mères du palais avaient œuvré dans ce sens. Mais au moment où Pépin se retrouve seul au pouvoir, la mission est loin d'être achevée. Deux faits doivent être encore mentionnés pour expliquer ce qui va se produire en 751 et qui constitue un moment capital pour notre sujet. En 731, l'empereur de Byzance, Léon III, avait promulgué un édit iconoclaste, interdisant les images dans les églises, inaugurant ainsi une crise religieuse très grave pour l'unité de l'Église. Le pape de l'époque, Grégoire III, convoqua un synode au Vatican qui excommunia les iconoclastes et les envoyés du pape à Constantinople furent même jetés en prison. Quant aux artistes byzantins, ils fuirent leur pays et se réfugièrent à Rome. L'empereur en profita alors pour soumettre les villes du sud de l'Italie, délaissant complètement celles du nord, et il accrut le pouvoir du patriarche de Constantinople. Du coup, les Lombards, qui étaient déjà dans le nord de l'Italie, assaillirent les villes du nord qui n'étaient pas encore à eux. Grégoire III demandera alors le secours de Charles Martel, qui l'obtient. L'empereur Léon III associa son fils Constantin au trône dès 720, à l'âge de 2 ans, et il régna seul en 741. Mais il reprendra en tout la même politique que son père, ce qui place le pape Zacharie vis-à-vis de Pépin dans la même position que son prédécesseur, Grégoire III, vis-à-vis du père de Pépin, Charles Martel. De plus, le nouveau roi des Lombards, Astolphe, manifeste des vues très expansionnistes dès son arrivée au pouvoir en 749, et tout cela a joué son rôle pour expliquer la démarche de Pépin en 751 auprès du pape Zacharie. Il lui envoya l'évêque de Würzburg pour lui demander, je cite, « au sujet des rois qui, à cette époque, en Francie, comme ça qu'on appelait la France, n'avaient aucune autorité royale, si cela était bien ou non. » Réponse du pape, il valait mieux appeler roi celui qui en avait la puissance plutôt que celui qui en était dénué de pouvoir royal. Et par son autorité apostolique, Zacharie aurait même ordonné de faire Pépin roi. Selon des annales qui datent de Charlemagne, son successeur. Alors aussi, à la fin de l'année 751, il n'a pas perdu de temps, Pépin convoqua une assemblée de nobles à Soissons. Il se fit acclamer comme roi, avec sa femme, Berthe, et fut oint par les évêques présents, dont peut-être Boniface, devenu archevêque de Mayence. Quant à Childéric III et son fils, ils furent de nouveau envoyés au couvent, et cela dit, même si personne n'avait protesté, ce qui s'était produit était quand même insuffisant pour légitimer le pouvoir de Pépin et d'une nouvelle dynastie. Nous avons parlé de l'attachement à la légitimité, tant la famille mérovingienne était respectée. Et là encore, les événements extérieurs jouèrent leur rôle.
Le roi des Lombards était passé à l'attaque. En 751, en prenant Ravenne, et le successeur de Zacharie, Étienne II, quitta alors très vite Rome pour se réfugier chez Pépin en 754, ne pouvant se rendre chez Constantin V, de qui s'était relevé, mais qui était devenu un adversaire, hein, tout simplement parce qu'il y avait la querelle iconoclaste. C'était la première fois qu'un pape venait en France. Pépin s'engagea à se rendre en Italie pour combattre les Lombards. Et le pape, Étienne II, se rendit à Saint-Denis pour sacrer Pépin roi des Francs. Il y eut aussi une action liturgique pour son épouse et ses fils. Alors c'est une onction, une bénédiction, on ne sait pas trop. Ce fut en tout cas le premier sacre royal en France. Étienne II écrira même peu de temps après « La nation française est au-dessus de toutes les nations » et il conclura un pacte d'amitié avec Pépin, après l'avoir nommé patrice des Romains, ce qui en faisait l'égal de l'empereur. Il lui conféra le statut de compaternité, ce qui signifiait que ses deux fils, à Pépin, Charles et Carloman, devenaient ses fils spirituels, les fils spirituels du pape, fils adoptifs de Pierre, frères de Sainte Pétronille. Et ce lien est clairement attesté après 800. Mais il semble bien que déjà Pépin, on l'appelait Pépin le Bref, il était petit, ait envoyé sa fille Gisèle à Rome en 767 pour être baptisée dans la chapelle de Sainte Pétronille, dans la basilique Saint-Pierre, par le pape Paul Ier. Pépin avait demandé à Étienne II de transférer les restes de Sainte Pétronille dans cette chapelle spéciale, qui devint celle des Français. En même temps, il garantissait au pape les États qui lui appartiendraient, qui lui appartenaient déjà, et qui lui donneraient par la suite Rome, les régions alentours. Il rajoutait Ravenne, et tous les 31 mai, eh bien, à la fête de la Sainte, on dira une messe pour la France et pour les Français. Et ça continue aujourd'hui.